Gildas Adjakoto, merci mesdames et messieurs vous tous qui nous recevez toujours 5 sur 5 chez vous sur la 96.3 Victoire FM, également en direct sur le www.radiovictoire.fm. Notre invité de ce matin, c'est monsieur Gaëtan Aoumezounou, c'est lui qui va nous aider à comprendre ce matin l'origine un petit peu donc de la journée de la canne blanche. Et la canne blanche, ce que c'est et ce que cela représente donc pour les personnes en situation de handicap visuel. Mais avant de pouvoir lui ouvrir amplement le micro, nous avons avec nous ce matin monsieur Tébié Valentin. Tébié Valentin, bonjour. Bonjour Joachim. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Vous êtes le responsable communication à INAM, Institut national d'assurance maladie, qui va donc démarrer l'édition 2 des universités du 3e âge. Des universités du 3e âge. J'allais parler de forum, mais c'est pas un forum, c'est plutôt université. Alors, j'espère que vous portez bien. Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci Joachim. Alors, pourquoi avez-vous pris sur vous, ou bien disons, INAM a pris sur elle, de pouvoir organiser les universités du 3e âge? Merci Joachim. Je dis d'abord bonjour au papa et maman, les personnes du 3e âge, puisque c'est eux qui sont à l'honneur. Alors, l'Institut national d'assurance maladie gère le régime obligatoire d'assurance maladie. Et nous avons constaté que les personnes âgées font face à des problèmes qui vont au-delà de la prise en charge sanitaire. Parce que nous constatons qu'à l'INAM et dans nos délégations, il y a des personnes âgées qui arrivent et lorsque vous les observez, vous échangez avec eux, vous trouvez qu'ils ont certes des problèmes d'ordre sanitaire, des maladies, mais ça va bien au-delà. Entre autres, vous pourrez constater qu'ils ont la solitude. Voilà. Ils arrivent seuls. Et vous leur demandez, mais papa... va les pousser au stress, hein? Ah oui, le stress aussi. Et puis, des problèmes de mobilité. Vous voyez aussi, parfois, ils se sentent un peu mis à l'écart. Malgré tout ce que les gens actifs font pour eux, ben, je crois que ce n'est pas suffisant et que nous pensons à l'INAM qu'il faut attirer l'attention de tout le monde pour que nous puissions entourer ces personnes des soins adéquats pour qu'ils vivent leur vieillesse heureuse. La première édition, si elle n'a pas été une réussite, vous n'organiserez pas l'édition 2. Tout à fait. L'année dernière, c'était un succès retentissant. Vous l'avez pu constater, vous étiez là, Joachim. Et il y avait une forte mobilisation et la plupart ont demandé de rééditer les universités du 3e âge. Et nous-mêmes, nous avons vu que ça a été vraiment un plus et une valeur ajoutée pour nos seniors, pour les grands frères. Et sur quel thème placez-vous cette édition? Cette édition, la deuxième, est placée sous le thème personnes âgées, richesse de la nation. Personnes âgées, richesse de la nation. Et quand on parle de personnes âgées, surtout personnes du 3e âge, quelle tranche d'âge avez-vous pris en compte? Vous savez, l'âge, la vieillesse dépend de l'esprit. Vous allez voir quelqu'un qui a 70 ans qui peut courir. Hein. C'est tout ce qui présente des attributs des personnes âgées, de la vieillesse. Donc, je ne pourrais dire ici que c'est à 40 ans ou à 50 ans, mais généralement, chez nous, à partir de 60 ans en allant, 60 ans, mais nous n'avons pas dit que c'est l'âge limite pour être vieux. Voilà. Ah, c'est pas l'âge limite pour être vieux ou pour être déclaré vieux. Voilà. Alors, quelles sont les principales activités qui vont meubler cette édition, cette deuxième édition des universités du 3e âge? Oui, la deuxième édition... Là, nous parlons des personnes âgées. Hein? Oui, les activités alors. Oui, les activités, nous avons des communications. Alors, c'est l'information. Les universités du 3e âge, c'est l'information, la sensibilisation pour les amener à vivre bien leur vieillesse. C'est-à-dire, comment est-ce qu'une personne âgée peut vivre sa vieillesse? Par exemple, il y a des thèmes comme vivre son diabète au 3e âge. Il y a des éminents spécialistes qui vont, les médecins qui vont venir leur parler. C'est vrai, ils en souffrent, mais il faudrait aussi qu'on leur donne des conseils utiles. Comment se nourrir, comment manger? Dans quel cadre de vie faut-il vivre pour vraiment être épanoui? Vous avez aussi les risques liés aux médicaments chez les personnes du 3e âge. Vous savez que quand on est personne âgée, on est confronté à certains problèmes de maladie. Et vous avez plusieurs maladies et vous pouvez prendre
aussi beaucoup de médicaments. Et il y a aussi des risques qui sont liés à ces médicaments. Et il faudrait qu'on fasse attention, qu'on leur donne des conseils. Comment faut-il les prendre? Certes, leurs médecins traitants leur donnent déjà des conseils, mais nous, leurs enfants, nos frères, qui sont à côté, nous pourrions encore leur donner des conseils. Et les médecins sont là. Il y a aussi les spécialistes de la gérontologie, c'est-à-dire les gériatres, qui sont spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées, qui vont leur prodiguer des conseils. Il y a aussi des thèmes comme bien vieillir chez soi. Bien vieillir chez soi. Quelle solution? Puisque d'habitude, les seniors... Nous qui sommes jeunes aujourd'hui, nous sommes appelés à vieillir demain. En tout cas, nous sommes tous des personnes âgées. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Et puis, vous allez voir aussi qu'il y a des panels qui vont présenter des communications. Et à la suite des communications, il y aura des questions-réponses. Les participants vont poser des questions. Et la spécialité aussi des universités du 3e âge, c'est aussi une foire des seniors. Une foire des seniors. Mais je m'attendais à pouvoir vous écouter sur cet aspect où il doit y avoir une rencontre d'échange intergénérationnel. C'est-à-dire les personnes du 3e âge et nous jeunes aujourd'hui qui essayons de galvauder certaines valeurs propres à l'Africain, surtout aux personnes âgées togolaises. Mais je ne l'ai pas suivi dans votre développement. Non, les universités du 3e âge, pour la première et la deuxième édition, c'est de mettre ensemble les personnes âgées, les permettre de s'informer, les permettre d'être éduqués, d'être épanouis, et tout ça dans un cadre convivial de rencontre et d'épanouissement. Ce n'est pas la rencontre intergénérationnelle. Ce n'est pas la rencontre. Peut-être ça le sera aux prochaines éditions, mais pour le moment, c'est pour les personnes âgées et avec les personnes âgées. C'est pour les personnes âgées et avec les personnes âgées. Alors, certainement que vous avez un objectif à atteindre, un goal que vous voudrez bien sûr atteindre. Oui. C'est-à-dire la finalité. La finalité ici, c'est que les personnes âgées doivent être entourées. Nous devons avoir un autre regard. Il ne doit pas être un poids pour nous, ceux qui sont actifs, dire que non, papa, maman, toujours, il faut acheter les médicaments, l'amener ici, vraiment, il faut les assister, il faut les accompagner. Nous interpellons, nous appelons tout le monde à les assister, à les accompagner, à les entourer de soins. Et eux aussi, leur permettre de vivre bien leur vieillesse et être épanouis. Est-ce que toute personne âgée est la bienvenue à cette université? Oui, toute personne âgée est la bienvenue. Ou bien il y a des précautions, disons des conditions à remplir? Pas de conditions à remplir. L'essentiel, c'est pouvoir se déplacer et d'arriver pour y assister à nos panels de communication, à la foire où il y a des produits bio, des conseils, beaucoup de choses pour leur permettre vraiment d'être plus épanouis. Le lieu, la date et les heures d'ouverture? Bien, le lieu c'est à Agora Senghor, 17 et 18 octobre 2018. Donc après demain? Non, c'est demain. C'est demain, autant pour moi. Oui, demain 17. Demain 17. Alors déjà à 8 heures, nous sommes sur place et tout commence avec les communications, la cérémonie officielle d'ouverture et ensuite la visite des stands pour découvrir ce que nous avons, les exposants ont amené pour eux. Voilà, et puis ça finit vers 16 heures comme ça, et puis pour les permettre encore de rentrer tranquillement. Et le 18, ils reviennent. Monsieur Tébie Valentin, merci d'être venu chez nous ce matin. Joachim, c'est moi qui vous remercie. Encore une fois, bonjour, et nous espérons que les personnes âgées seront très nombreuses à partir de demain à Agora Senghor. Et bonne réussite donc à l'édition des universités du 3e âge organisée par INAM. Et je rappelle, mesdames et messieurs, que M. Tébie Valentin est le responsable de la communication de INAM. Merci Joachim. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu, vous y êtes. Et nous y sommes. Monsieur Gaëtan Oumezono, c'est lui notre invité de ce matin. Alors, Monsieur Gaëtan Oumezono, bonjour. Monsieur
Joachim Albertine, bonjour. Je suis très heureux d'être votre invité ce matin et je voudrais saluer vos auditeurs, auditrices, parmi lesquels des personnes handicapées et notamment les personnes déficientes visuelles. Voilà. Et vous êtes le directeur général de l'ONATEF Togo. Entendons par là, mesdames et messieurs, Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées du Togo. Alors, monsieur Ahoume Zounou, ce n'est pas péjoratif. Vous êtes une personne qui a une déficience visuelle, mais vous êtes très épanoui. Quel est le secret? Merci, monsieur Joachim. En fait, j'ai juste accepté mon handicap. J'ai fait mien mon handicap, ma cécité, parce que, vous savez, le handicap s'attache à tous ceux qu'il attaque, sans distinction d'âge, de race, de conditions sociales, de sexe, et il n'y a aucun remède contre le handicap. Donc, soit on l'accepte, on vit avec, comme si de rien n'était, soit on ne l'accepte pas et on reste malheureux. Ah oui. Voilà. Et vous, c'est que vous n'avez pas choisi. Ah ben non, vous n'avez pas choisi d'être malheureux malgré votre handicap. Je suis ami avec mon handicap et donc on s'entend bien et je crois que ça me va parce que je ne peux rien faire d'autre. Mais cela ne vous aurait pas été facile si les parents ne vous avaient pas accompagné, à mon sens. En fait, vous savez, la seule chose qui me fait encore mal par rapport à mon handicap, c'est la souffrance que je perçois des fois du côté de ma mère, qui a du mal à accepter que je sois devenu une personne déficiente visuelle. Mais donc, je m'efforce de la rassurer et je crois que c'est ça mon moteur aussi. Ah, vraiment. Malgré que la situation soit telle et vous-même vous l'ayez accepté, même madame, disons maman, ne l'admet toujours pas et vous êtes devenu celui-là qui doit la réconforter encore. Ah, mais vraiment, c'est double boulot pour vous, mais quand même, Dieu est dans. Sinon, toutefois que je vous vois, vous êtes épanoui, vous êtes très content, vous n'avez pas de remords. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question. Mais ONATEF, qu'est-ce qu'on y fait, ONATEF? En fait, ONATEF, c'est une organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées. Et donc, comme son nom l'indique, nous travaillons, nous œuvrons à l'épanouissement, au plein épanouissement des personnes handicapées. Et donc, nous faisons en sorte que sur toute la chaîne du handicap, depuis la naissance jusqu'à la vieillesse, vous venez de parler tout à l'heure de des personnes du troisième âge. Voilà. Et moi, je fais le parallèle entre les personnes handicapées et les personnes du troisième âge. Parce que si on sait prendre en charge les personnes handicapées, on saura prendre en charge les personnes âgées de façon naturelle. Ah, de façon naturelle. Oui. Ah, ça c'est vraiment un cas. Bon, alors là, est-ce que vous aidez quand même à l'insertion socio-professionnelle de vos membres, autrement dit des personnes en situation de handicap? Oui. Au niveau de l'ONATEF, hein? Au niveau de l'ONATEF, nous intervenons pour l'éducation inclusive, donc des enfants, inviter les parents à prendre conscience d'inscrire leurs élèves, leurs enfants à l'école. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes partenaires de l'éducation nationale, des enseignements primaires et secondaires, notamment les chefs d'inspection. Tout ce que le Togo compte comme chef d'inspection est notre partenaire. Donc, nous faisons l'éducation inclusive de façon très pragmatique, mais nous faisons aussi l'accompagnement vers la formation professionnelle des personnes handicapées, accompagnement vers l'emploi et le maintien dans l'emploi des
personnes handicapées diplômées ou qui ont les compétences pour occuper un emploi. Nous intervenons aussi sur les activités génératrices de revenus que nous voulions redéfinir comme activités génératrices de richesse, parce que de la pauvreté, on peut petit à petit arriver à un seuil de richesse. Oui, autrement dit, une personne en situation de handicap n'est pas condamnée à devenir forcément un mendiant. C'est de l'ignorance que de penser cela. Vraiment, les personnes handicapées ont toutes les capacités, les potentialités pour vivre comme monsieur et madame, je suis valide. Voilà. Oui. Alors, monsieur Gaëtan Aoumé Zounou, je voudrais vous poser la question de savoir, des fois, ça fait mal au cœur quand vous voyez des gens stigmatiser et parfois même discriminer les personnes handicapées. Est-ce que vous, parlant de votre cas, ça c'est les handicapés visuels, est-ce que il vous arrive de rencontrer ces genres de situations, de vivre, pardon, ces genres de situations? Oui, ce sont des situations qui font partie de la vie. Et la discrimination, c'est le lot de beaucoup, sinon de toute personne handicapée, quel que soit son âge ou le type de son handicap. Mais les gens discriminent sans le savoir. Vous savez, je pense que l'origine des discriminations remonte à très loin, à des temps immémoriaux. Si nous nous référons même à la Bible, à l'Antiquité, il y a déjà des personnes handicapées et qui étaient discriminées. Et il a fallu notamment, selon ce que nous en savons aujourd'hui, dans la Bible par exemple, que Jésus vienne dire non mais laissez Bartimée venir. Et ils sont handicapés pour la gloire de Dieu. Voilà, pour la gloire de Dieu. C'est ça l'énigme en fait. Alors, là, vous êtes parfois discriminé, mais est-ce qu'au niveau de des écoles, et vous souffrez aussi de ce genre de situation? Oui, toutes les personnes handicapées que nous accompagnons, nous avons... même les handicapés moteurs? Tout type de handicap. D'accord. Il y a auditif, visuel, physique, mental. Tout type de handicap a son lot de discrimination. Donc, nous, à l'école surtout, ceux qui sont allés à l'école racontent aujourd'hui que c'était la période la plus difficile de leur vie, parce que les enfants ignorants ne savent pas faire la différence. Donc quand on est différent d'eux, ben on n'est pas bon quoi en fait. Et donc ils se moquent violemment, et donc là ça fait mal à la personne handicapée. Ça fait très mal. Surtout si la personne est mineure. Mais pas plus tard qu'hier, un monsieur me racontait que ce qui lui faisait mal, c'est à l'école, quand le maître l'interrogeait, lui, il ne pouvait pas se lever. Donc, les enfants disaient, mais maître, lui, il faut qu'il se lève, Et alors que c'est une personne handicapée physique. Il n'a pas les pieds, les jambes. Voilà. Il n'a pas de pieds ni de jambes pour pouvoir se lever, et les gens s'en moquent. Disons, ses camarades s'en moquent. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? C'est-à-dire les difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien. Les personnes en situation de handicap, surtout visuel. Bien. Les personnes handicapées visuelles rencontrent plusieurs difficultés, notamment pour se déplacer. Pour se déplacer, les choses ne sont pas... nos villes ne sont pas adaptées pour la libre circulation des personnes qui ne voient pas.
C'est pour ça d'ailleurs que nous nous aidons de nos cannes blanches. Voilà. On va en parler. Bien sûr. La difficulté aussi, c'est les gens qui veulent vous aider. Les gens pensent que naturellement, ils doivent vous aider, même si vous ne leur demandez pas de l'aide. Et ils le font mal. Alors que la meilleure aide qu'on puisse apporter à une personne handicapée visuelle, c'est de lui dire bonjour. D'abord, bonjour. Bonjour simplement. Et le mot bonjour n'a pas de prix. On ne l'achète pas. On a le verbe naturellement. Donc, même là, à ce niveau-là, on ne le fait pas, on ne l'utilise pas à bon escient. Alors que quand on va dire bonjour à une personne qui ne vous voit pas, vous réveillez l'attention de la personne. La personne voit qu'il y a quelqu'un en face d'elle et elle va se retourner vers d'où provient la voix de celui qui lui dit bonjour. Et là, la personne handicapée va se dire, mais la personne là ne me veut pas du mal puisqu'elle me salue. Gentiment et poliment. Gentiment. Et donc, on va lui répondre et à la voix, on va savoir que c'est une femme ou un homme, un enfant, une personne âgée à la voix. Et puis, comme le handicap n'est pas contagieux, on peut se serrer la main, se toucher. Et donc, à partir de là, la personne déficiente visuelle va voir son interlocuteur. Bon, petite taille, grande taille. Vous le remarquez aussitôt? Oui, au toucher, juste au moment où on se serre. La main. Voilà. Les mains. Voilà. Et tout. Donc, ce sont... Donc l'aide que vous attendez de la grande masse, celui-là qui voudra apporter une aide à une personne de déficience visuelle, là c'est juste bonjour, c'est-à-dire la salutation en premier lieu. Simplement. Et ce qui va réveiller quand même l'attention de la personne d'handicapé visuel. Et en l'absence de la vue, lui intervient. Et donc, le bonjour va donner beaucoup d'informations à la personne déficiente visuelle. Et bon, voilà, elle va vous voir, elle va entrer en conversation avec vous, naturellement. Vous avez dit tout à l'heure, les voies de communication, disons, les routes chez nous ne sont pas adaptées ou ne sont pas construites pour favoriser la libre circulation des personnes déficientes visuelles. Je n'ai pas très bien compris. Bien. Nous allons prendre un trottoir. Une chaussée bordée de 2 trottoirs de part et d'autre. Regardons bien à Lomé et dans les autres villes et villages de notre pays, le Togo. Vous allez voir que les trottoirs sont jonchés d'obstacles, les motos qui sont garées de façon abusive, les autos aussi, les étalages de vendeuses, de vendeurs, rien n'est à sa place. On ne se rend pas compte parce que les personnes qui ont la vue peuvent contourner ces choses-là. Ces obstacles. Voilà. Et donc, ne se rendent pas compte que ce sont des obstacles pour d'autres usagers de la même voie. Voilà. Alors que si on prenait en compte les besoins simples, vitaux des personnes déficientes visuelles, ce même trottoir sera plus dégagé, plus libre pour la bonne circulation, évitera aux élèves qui vont à l'école, de la maison à l'école et vice versa, pour éviter une moto sur le trottoir, mettre le pied sur la chaussée et se faire renverser, par exemple. Et donc, ça sera plus propre, plus beau, plus esthétique aussi. Et voilà, et pour pouvoir vous aider à vous déplacer, le plus souvent, on voit les personnes déficientes visuelles tenir soit un bâton, si la personne n'a pas les moyens, ou si la personne a un peu de moyens, ou peut-être une bonne personne lui est venue en aide, on le dote d'une canne que vous appelez canne blanche. Alors, la canne blanche, qu'est-ce que c'est? Alors, la canne blanche, c'est un outil, on va dire même, représente
les yeux de la personne qui ne voit pas ou qui ne voit pas bien. Quand la canne blanche, je vais répondre à ça avant de dire ce qui me vient à l'idée, oui. C'est l'origine de la canne blanche. Oui, l'origine de cette canne. Oui, bon, les gens disent que c'est un Anglais qui est devenu aveugle, qui l'a utilisé. D'autres disent que c'est un Américain. D'autres encore disent que c'est une Française. Bon, en fait, c'est un médecin ophtalmologiste qui avait une patiente, États-Unis, hein, qui a perdu la vue. Et ce médecin, ayant observé sa patiente, a eu l'idée de lui remettre un morceau de branche d'arbre pour se déplacer, en fait, pour voir les obstacles devant elle. Et un jour, ce médecin, au volant de sa voiture, observait les forces de l'ordre en train de réguler, on va dire, la circulation avec leur bâton blanc. Il a dit, bon, de loin, c'était visible. Donc, il est parti faire peindre le branchage, en fait, le morceau de bois, le bâton de sa patiente. Et il a peint en blanc? Oui. Pour que elle soit visible aussi. C'est-à-dire que les gens puissent faire attention à cette dame pour ne pas la considérer comme une femme qui jouerait comme un enfant dans une cour, quoi, en fait. Donc, c'était ça. Mais la canne blanche a pris sa forme actuelle, véritablement, en France, à Paris, on dit en 1930. Donc, en 1930. Oui, donc c'est récent par rapport à la cécité qui existe depuis que... depuis les temps immémoriaux. L'homme existe. Alors, si tel est le cas, cette canne blanche, à quoi ça sert? Vous avez dit tout à l'heure, c'est on dirait les yeux de la personne déficiente visuelle. Elle sert au moins à deux choses. Elle joue deux rôles. Voir et se faire voir. Voir et se faire voir. Oui. Et donc, on pourrait ajouter et se protéger. Donc, se faire voir. D'abord, nous parlions de sa couleur blanche, hein, qui... de loin, on peut l'apercevoir. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est plus un secret pour personne que la personne qui porte une canne blanche ne voit pas bien, en tout cas, ou ne voit pas du tout. Donc, l'idée, c'est d'inviter les personnes voyantes à faire attention à cette personne-là, à ne pas la bousculer, à la regarder de loin au cas où elle irait dans une direction dangereuse dans la rue. Donc, toutes les personnes voyantes peuvent aider celui qui détient une carte, une canne, qui, à mon sens, est une personne malvoyante, de l'aider si la personne tend, c'est-à-dire si cette personne déficiente visuelle tend vers un danger. Oui. On doit forcément l'aider. Quand on voit que la personne va dans un sens dangereux, c'est-à-dire au lieu de longer le trottoir, va traverser la rue au moment où il ne fallait pas, si vous étiez là à côté, vous avez, on va dire, obligation de la prévenir. Mais on verra la façon de la prévenir aussi. La façon de la prévenir. Comment faut-il s'y prendre pour aider la personne déficiente visuelle? Et maintenant, nous savons que nous sommes en période de pluie. Et même les routes goudronnées, les routes bitumées, connaissent aussi des flaques d'eau et des nids de poules. Alors, dans ce cas, comment est-ce que vous arrivez à reconnaître que tel endroit est boueuse, tel endroit est glissante, il y a une flaque d'eau et on ne doit pas y mettre pied? Comment est-ce que vous vous y prenez? Nous allons y revenir tout de suite, mais on marque la pause.
Notre invité, M. Gaëtan Oumezounou, directeur général de l'ONATEF Togo, Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées du Togo. Alors, M. Oumezounou, tout à l'heure, nous parlions bien sûr de la canne blanche. Mais d'abord, je vais savoir, est-ce qu'il y a, il existe de différentes sortes de cannes blanches? Oui, en fait, il y a 3 types de cannes blanches. Il y a la canne rigide, et puis la canne pliable ou pliante, et la troisième forme de canne, c'est la canne électronique. Bien, la canne électronique, c'est celle que moi je possède, j'utilise. Je crois qu'elle est la seule au Togo actuellement. Ah bon, c'est vous seul qui détenez la canne électronique au Togo? Oui, parce qu'elle coûte cher. Et bon, voilà. Donc, et quel est le rôle de chacune de ces différentes cannes? Bon, la canne rigide, c'est celle qui a été fabriquée au début. Donc, c'était pas pliable en fait. Et puis après on a vu que quand on montait dans une voiture, c'était pas facile de ranger la canne, donc on a pensé à une canne qu'on pourrait plier. Donc on plie la canne, on a segmenté la canne pour pouvoir mettre à l'intérieur de l'élastique. Donc c'est ça qui fait que on peut plier et déplier. Est-ce que c'est ça que d'aucuns appellent parfois la dragonne? La dragonne, c'est la corde qui est au bout de la canne qui permet de mettre la main dedans pour éviter que la canne ne tombe. Et si elle tombait, on aurait du mal à la retrouver sans voir, en fait. Donc, c'était ça l'idée. Donc, la canne électronique, elle, c'est un boîtier qui est posé dessus, qui est doté d'un effet laser qui permet de détecter les obstacles jusqu'à 10 mètres, de 0 mètre à 10 mètres, en haut à gauche, à droite et en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà. Et donc, alors que les autres cannes ne protègent que du ventre aux pieds. Oui. Alors, comment se rendre compte que cette canne, cette personne qui la détient est une personne déficiente visuelle? C'est-à-dire, des fois, est-ce que celui qui vient vous assister doit vous retirer des mains la canne? C'est l'erreur à ne pas commettre. Comme nous le disions tout à l'heure, c'est d'abord faire usage de son vocabulaire, le bonjour, vers lui de la personne qui ne voit pas. Et à partir de là, si vous touchez la canne, ça veut dire que vous-même, monsieur Joachim, vous êtes là et quelqu'un viendrait derrière, sans crier garde, vous cachez les yeux. C'est l'effet que ça fait. Donc, ça veut dire que l'effet que si on vous faisait ça, vous n'allez pas être content. Ah oui. Voilà. Donc, c'est l'effet que. Au cours d'une traversée, quelqu'un vient me bander les yeux, mais c'est suicidaire. Voilà, exactement. Et donc, il faut éviter de prendre la canne à la personne. La canne représente les yeux, donc et on ne peut pas toucher aux yeux de qui que ce soit. Mais est-ce qu'on peut toucher le bout, c'est-à-dire l'autre bout qui touche le sol? Non. La personne peut toucher cela et puis vous aider à traverser aisément la voie? Non, puisque la canne permet à son utilisateur de se rassurer par rapport à ce qui se passe au sol. Donc, si vous lui prenez le bout, vous déstabilisez cette personne-là, en fait. Ah, donc, c'est vrai que c'est une nécessité pour vous, on le dit. Donc, on doit... Comment vous aider pour traverser la voie, alors? Oui, bon, donc, je vais juste dire, autant on ne peut pas sortir ses yeux de leur globe oculaire, autant on ne peut pas prendre le bout de la canne d'une personne. Donc, pour aider la personne à traverser, si la personne
vous demandez de l'aide, d'abord, c'est elle qui sait où elle va. Oui. C'est pas vous qui devez la pousser gentiment dans le dos ou la pincer par un bout de son vêtement en la tirant ou en disant en la poussant à gauche, à droite, tout ça. Non. La personne, vous allez observer si elle tient sa canne de sa main droite, donc vous allez, et elle va vous proposer de vous mettre à sa gauche. De sa main libre, elle va vous prendre le coude, pas la main ni l'épaule. Voilà. Parce que l'épaule est rigide, la main est souple et mobile, le coude est entre les deux. Donc si vous tenez la personne qui va vous guider par son coude, quand elle va se déplacer, vous allez sentir qu'elle se déplace et vous allez pouvoir la suivre en lui laissant toute liberté de mobilité en fait et tout. Et quand il y a... Donc le coude est plus indiqué. Est plus indiqué. Et pourquoi pas la poignée de main ou les paumes de main, c'est pas recommandé? Non, c'est pas recommandé parce que on peut bouger les mains comme on veut et ça peut désorienter la personne non voyante en fait. Alors que le coude, on ne fait pas de grands gestes tout le temps en fait. Voilà. Donc, voilà. Oui, maintenant, on parlait tout à l'heure du trottoir et aujourd'hui, force nous est donnée de constater que la CET, Togo Télécom, creuse ou bien font de grands fossés au niveau des trottoirs par moment. Est-ce que ça vous facilite le déplacement? Ou comment arrivez-vous à contourner ces obstacles? Je vais vous dire que c'est l'une des difficultés majeures. Que de circuler la veille en ayant repéré des points pour se retrouver à la manière de petits poussés qui sèment de petites pierres, se retrouver. En temps de pluie, on ne retrouve plus son repère parce que l'eau a fait partir les choses. Il y a la boue à la place, la flaque d'eau, comme vous disiez tout à l'heure, et tout. Et puis, comble de malheur, les opérateurs, la CET, la TDE, les opérateurs Togocel, Togo Télécom qui font creuser ils n'ont pas des trous mais des fossés. Des fossés. Oui. Ne le font pas en informant la population. Ne le font pas en prenant en prenant en compte la dimension des personnes déficientes visuelles. En prenant en compte de remettre l'endroit en l'état initial avant de faire leurs travaux. Et ça déstabilise les personnes déficientes visuelles dans leur repérage pour circuler, pour être autonomes. Et ça rend l'environnement, quoi, en fait. Et si tel est le cas, pourquoi avoir consacré alors une journée internationale à la canne blanche? Pendant ce temps, permettez 22 21 80 99 92 02 80 63. Si vous avez une question à poser, vous serez le bienvenu en direct avec notre invité. Alors, pourquoi une journée internationale consacrée à la canne blanche? La journée internationale consacrée à la canne blanche existe. Ce sont les Nations Unies qui ont adopté cette date-là parce que vous savez, chaque 16 octobre. Oui, en fait, c'est chaque 15 octobre, mais des fois on saute. On ne respecte pas toujours cette date-là. Alors, donc, c'est pour faire comprendre à l'humanité que les personnes déficientes visuelles ont aussi des droits. Voici l'un de leurs droits que de pouvoir se bouger, se déplacer. Et sans la canne, c'est difficile de se déplacer sans voir. Sans canne, c'est difficile de se déplacer sans voir. Maintenant, au Togo, vous-même, vous êtes une personne, je dirais, malvoyante. Alors, comment avez-vous pu faire vos études universitaires?
Je suis une Parce personne... que à l'université, je ne sais pas si on fait le braille, mais comment avez-vous pu? Bon, je vais vous répondre et pour revenir à ce que je sais de l'université de Lomé et l'université de Kara au Togo. Moi, j'ai perdu la vue sur le tard par agression. Donc, j'avais 10 sur 10 d'acuité visuelle au moment où je perdais la vue, contre toute attente. Hein. Donc, c'était par accident, vous avez perdu la vue. Accident, c'est encore le hasard. Par agression, c'est donc criminel, je veux dire. Agression? Voilà. D'accord. Avant de rendre ce témoignage assez pathétique, nous allons prendre un intervenant qui est en ligne sur le 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Ah là là. Il est reparti sur la pointe des pieds, certainement qu'il va revenir. Vous voudrez bien sûr participer au débat, c'est le 22 21 80 99 ou bien 92 02 80 63. Nous parlons de la situation des personnes malvoyantes ou bien non-voyantes ou carrément de la canne blanche. Et c'est monsieur Aoumé Zounou Gaëtan qui est avec nous. Allô? Allô, bon. Oui, bonjour cher ami, c'est monsieur? Comlan. Monsieur Comlan, nous vous écoutons. Bon, les chiens aident les non-voyants pour traverser les rues. Est-ce que M. Gaëtan peut faire une proposition aux dirigeants des non-voyants d'introduire ce système au Togo? J'ai pas très bien saisi, s'il vous plaît. En Europe, oui, les chiens aident les non-voyants pour traverser les rues. Oui. Est-ce que M. Gaëtan peut faire une proposition aux dirigeants des non-voyants pour introduire ce système au Togo? D'accord, bien noté. Il va vous répondre dans un instant. 92 02 80 63 22 21 80 99. Oui, vous nous parliez tout à l'heure de comment vous étiez, vous aviez perdu la vue. C'était criminel. Oui. Quelqu'un qui l'a planifié contre vous? Oui, c'est un groupe de jeunes voyous. Hein, il faut appeler les gens... les choses par leur nom. Voilà. Moi, vous savez, j'ai passé beaucoup de temps hors du Togo. Hein. Je suis résident français. Hein. Je réside en France. Donc, c'est quand je suis venu au Togo avec des idées de projet, hein, de revenir m'installer au pays. Et c'est lors de ce séjour-là que j'ai été victime d'agression au domicile où je logeais dans la nuit entre 1h et 2h avec par un groupe de bandits qui étaient là, qui venaient pour voler. Et donc, ils ont tiré à travers une fenêtre vitrée et les bris de gaz me sont rentrés dans le visage. Et c'est comme ça que vous avez perdu la vue. Voilà. Malgré la douzaine d'opérations chirurgicales à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris à l'époque, je revoyais, on a extirpé les corps étrangers de mes yeux. J'ai commencé par revoir jour après jour davantage, chaque jour. Et il y avait le médecin, le chef ophtalmologiste a fait ce qu'il pouvait faire. C'était un hôpital militaire, donc il savait manier ce qu'il fallait. Voilà, tout ça. Et il y avait un autre médecin de son équipe qui était très bon, mais c'était très bon pour enseigner. Mais ils n'ont pas pu sauver la vue. Non, mais lui, il a sectionné un nerf optique, en fait. Et donc, il a aggravé la situation, voilà. Donc, au lieu de la rétablir. Donc, double agression, on va dire. Non, mais c'est une compassion. Maintenant, Madame Armel est en ligne avec nous. Madame Armel, bonjour. Madame Armel. Ah là là, elle est repartie. Donc, monsieur, comme l'a disait tout à l'heure, en Europe et beaucoup plus aux États-Unis, ce sont les chiens qui aident les personnes malvoyantes à traverser ou bien circuler librement. Est-ce que cette proposition, vous pouvez la transposer au Togo? Je vais prendre peut-être une minute pour répondre à cette question de monsieur Comlan, que je remercie. En fait, avant d'avoir un chien guide, les chiens sont vraiment adaptés quand ils sont dressés pour accompagner les personnes
handicapés de tout. Oui, alors Madame Armel est de retour. Allô, Madame Armel, bonjour. Bonjour, c'est pas Armel, c'est Madame Carmen Aoumé Zounou. Ah d'accord, Madame Carmen Aoumé Zounou. Oui, je voudrais d'abord saluer mon petit frère. Ah d'accord. Mon petit frère chéri que j'embrasse, que j'encourage. Bonjour. Je voulais plutôt vous dire qu'il n'est pas né handicap, mais bon, il vient de l'expliquer. Oui. C'était un coup très dur pour nous. Très très dur. Et lui-même, il a déjà rendu témoignage, vraiment. Okay. Donc, je vais juste l'embrasser. Merci, Madame Carmen. Oui, à vous, pareillement. Merci, à Carmen, merci. Alors, et donc, vous disiez quand même que les chiens sont adaptés, sont formés pour cet effet. Oui. Alors, mais pour expliquer le pourquoi c'est pas encore introduit au Togo, notamment, encore faut-il avoir les moyens de s'acheter une canne qui coûte 10 000 francs, 20 000 francs. Les gens n'ont pas les moyens pour l'acheter. Mais les gens n'ont pas les moyens pour s'acheter. Et qu'est-ce que l'État fait par rapport à ces personnes qui sont des Togolais? Si vous voulez, on peut réserver tout à l'heure un chapitre pour ce que l'État fait. Mais je voudrais dire que le chien guide coûte cher. Il n'est pas, on l'offre, hein, en Europe, on offre le chien à leur maître. Hein. Mais ici, on n'arrive pas à offrir les cannes de 10 000 francs ou de 20 000 et on va penser au chien. Le chien qui va être nourri matin, midi et soir. Alors que la personne même a du mal à se nourrir 3 fois par jour. C'est très difficile. Oui, voilà. Malheureusement. Voilà. Malheureusement, le temps est contre nous. Et d'autres occasions vont nous permettre de vous recevoir pleinement pour que nous puissions revenir sur vos conditions d'études dans notre pays, le Togo, et comment l'État aussi vous accompagne. Mais y a-t-il un contact pour pouvoir vous joindre afin d'avoir d'autres informations ou peut-être venir en aide ou accompagner l'ONATEF? Merci beaucoup. En fait, je voudrais inviter les auditeurs et auditrices de Radio Virtua FM et plus largement tous les Togolais et Togolaises à se joindre à nous, à l'ONATEF. Nous ne sommes pas que une organisation de personnes handicapées, nous sommes une organisation inclusive pour le mieux vivre ensemble dans la cité avec nos différences. Donc, l'ONATEF est à 3 numéros de standard en fait. Le 22, 50, 57, 21, le 90, 59, 74, 74 et le 99, 32, 41, 51. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan Aoumé Zounou. C'est moi qui vous remercie vraiment, Monsieur Joachim Betim, pour tout. Mais soyez comme vous êtes, ne changez pas. Vous êtes très bon, vous êtes un bon citoyen. Hein. Non, mais on devrait vous donner la Légion, l'ordre de la médaille de l'ordre du mono, quoi, en fait. Honnêtement. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan, s'il vous plaît. Merci pour vos mots, vos compliments. Mais nous sommes là pour informer, nous sommes là pour éduquer, nous sommes là pour formater les gens, à surtout créer des changements positifs qui vont à l'intérêt de tout le monde. Merci d'être venu chez nous et tous nos accompagnements. 22 50 57 21 22 50 57 21 ou bien 90 59 74 74 90 59 74 74 pour pouvoir joindre ONATEF Togo afin d'être ensemble avec eux, les accompagner, les aider. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. NSI Nakogo et Jacob Arama vont vous retrouver tout à l'heure à 9h. À 13h, nous serons là tout comme à 18h. Mesdames et messieurs, excellente journée à toutes et à tous. Merci. Merci Haïti. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.